Comment se portent nos jeunes? C'est une question qu'on peut se poser régulièrement et d'après de nombreuses études, malheureusement, ils ne vont pas très bien. Ils sont de plus en plus anxieux et angoissés. Pour quelles raisons? Eh bien, c'est une question sur laquelle s'est penché notre invité. Bonjour Peter Strack. Oui, bonjour Nicolas. On va parler notamment de la génération Z qui serait une génération, selon vous, sacrifiée sur l'autel du PIB. Dans quelles circonstances, vous qui êtes ingénieur de formation, vous êtes-vous intéressé à cette question? Je me suis surtout intéressé, et ça depuis très longtemps, qu'est-ce que va être notre société le jour où on n'aura plus tellement de pétrole, de gaz et toutes les énergies fossiles. Quelle va être la société? Et j'ai remarqué avec tout plein d'études et de calculs qu'on a fait en équipe qu'on va devoir apprendre à vivre avec beaucoup moins. Moins de tout ce qui consomme de l'énergie, moins d'objets, moins de voyages au loin et entre autres aussi avoir une autre vision de la santé qui peut permettre de bien vivre avec moins de frais de santé. C'est dans ce cadre-là que vous en êtes venu à vous intéresser à la santé des plus jeunes. Oui, entre autres, oui. La première chose qui m'a intéressé, c'est comment on peut bien vivre avec moins de frais de santé. Et ce qui est évident, c'est qu'il faut investir dans la prévention. Et dans cette réflexion aussi, je suis tombé sur des études qui montrent que nos jeunes ne vont pas très bien. Et je voulais un peu voir pourquoi. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ça, ils aillent mieux. Et pourquoi ils ne vont pas bien? Parce qu'ils sont victimes, selon vous, d'incitations perverses. Et c'est finalement assez logique qu'on en soit arrivé là où on en est aujourd'hui, puisqu'on est dans la continuité du système économique tel qu'il s'est développé durant le XXe siècle. Oui, tout à fait. Déjà au XXe siècle, on était incité à faire plein de choses qui augmentent le PIB, mais qui n'augmentent pas nécessairement la qualité de vie. Oui, vous citez Zach Stein dans le cadre de conférences que vous pouvez donner. L'économie dit ne regardez pas ce qui a réellement de la valeur parce que c'est gratuit, comme l'amitié, mais regardez ce qui n'a pas vraiment de valeur, mais que nous pouvons vous vendre. Oui, ça c'est typiquement quelque C'est chose. cynique. C'est cynique, mais on peut comprendre que si vous regardez les publicités des voitures, il faut que vous êtes quelqu'un qui veut venir avec une très grosse voiture qui pèse 3 tonnes pour aller chercher un enfant à l'école. Et donc ça, c'est typiquement quelque chose qu'on peut vous vendre, mais qui n'augmente pas vraiment la qualité de vie. Peut-être si vous allez avec une petite voiture et avec les économies que vous avez faites, vous pouvez travailler un peu moins et avoir plus de temps avec vos enfants. Ce sera mieux pour la vie de famille, mieux pour le développement de l'enfant. Mais c'est vrai, on pourrait vous vendre moins. Oui, parce qu'on ne peut pas vendre l'amitié, on ne peut pas vendre l'intégrité, la valeur du partage d'une histoire, une promenade dans la nature en famille, ça c'est difficilement marchandable. Ben oui, tout à fait. Donc ça, ce que ça s'appelle des incitations mauvaises, parce qu'on veut surtout avoir une croissance de PIB, parce qu'on croyait toujours qu'avoir plus de PIB, plus de richesses produites, ça fait que les gens soient plus heureux, mais ce qui n'est pas du tout vrai. Autre exemple très parlant d'incitation perverse qui fait croître le PIB, autrement dit la richesse d'un pays, la consommation de sucre. Oui, tout à fait. Parce qu'on a là aussi vu toute une série d'études qui montrent que si on mange beaucoup de sucre ou des produits préparés par les industriels où ils ajoutent du sucre, par exemple aux États-Unis, on ajoute partout du sirop de maïs qui contient beaucoup de fructose, ça fait après que les gens deviennent dépendants. Et pour un industriel, il n'y a rien de mieux que d'avoir des gens dépendants parce qu'ils reviennent toujours à nouveau et ils veulent toujours acheter de nouveau la même chose. Et on a constaté qu'il oui, y a des mécanismes qu'on pourrait expliquer, biologiques, cellulaires, qui font que les gens, une fois qu'ils ont à manger, par exemple, du McDo tout le temps, ben, ils reviennent tout le temps parce qu'ils deviennent comme addicts. Donc le sucre fait croître le PIB à deux titres. Déjà par la vente de produits qui sont pleins de sucre, mais ensuite parce que le sucre rend malade, et donc les gens malades eux-mêmes font augmenter le PIB, et ça fait la fortune des sociétés pharmaceutiques, de l'industrie pharmaceutique plutôt. Oui, tout à fait, oui. Parce que j'ai vu une étude par un médecin, Lustig, un Américain, qui a trouvé que si on mangeait beaucoup moins de sucre et si on bougeait un petit peu plus, les frais de santé aux États-Unis pourraient baisser de 60%. Mais bon, pour les Américains, il faudrait vraiment manger beaucoup moins de sucre parce qu'ils mangent 2 fois plus que les Français. Donc on fait de moins en moins d'activité physique et on passe aussi de plus en plus de temps devant nos écrans. Et là, on en revient précisément au sujet qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est-à-dire les plus jeunes qui sont
encore plus concernées que les générations précédentes parce qu'elles sont nées en fait avec ces technologies. Et on va parler de ce monde virtuel qui est arrivé en deux vagues selon vous, c'est ça? Oui, tout à fait. D'abord, l'Internet qui a commencé tout doucement en 1990. Et qui a plutôt fait du bien, on va dire, aux personnes qui ont été en contact avec, comme ma génération, par exemple, qui l'a découvert au tout début des années 90. C'était un outil qui permettait d'accéder à de nouvelles connaissances et de créer du lien social. Tout à fait, oui. D'ailleurs, ce chercheur qui a récemment publié un livre qui s'appelle Jonathan Haidt, lui, il dit que cette génération-là, qui a commencé avec Internet, qui a commencé avec les ordinateurs, elle était en général en meilleure santé psychologique, plus heureuse que la génération précédente. Et on comprend, à l'époque, les gens avaient en général un PC dans leur salon. C'était le PC familial. Et souvent, aller sur Internet, ça veut dire, on le faisait ensemble. Mais c'est drôle parce qu'on retrouve finalement toujours le même processus. Prenons la radio. Au début, milieu du XXe siècle, le poste de radio était énorme, était au milieu du salon et toute la famille se retrouvait autour pour écouter la radio. On a eu la même chose après avec le téléviseur, on a eu la même chose presque avec l'informatique, avant Internet, où on se retrouvait aussi à plusieurs autour de l'ordinateur, puis arrive Internet où c'est la machine familiale, mais à chaque fois, le processus fait que le matériel est de plus en plus petit, miniaturisé et devient totalement individuel et isole la personne. C'est ça. En principe, on a vu que l'Internet, même quand l'Internet commençait à devenir un peu plus rapide dans les années 2000, ça n'avait aucun effet sur l'évolution de la santé mentale des jeunes. Le problème commençait, et là les statistiques le montrent très bien, ça commençait à partir de l'année 2010. Avec les réseaux sociaux, non ? Avec les réseaux sociaux et les téléphones portables. Et c'est drôle parce qu'on disait il y a quelques minutes qu'on ne peut pas vendre l'amitié. Mais en fait, c'est ce qu'essayent de faire les réseaux sociaux, vendre de l'amitié, enfin une amitié virtuelle. Oui, une amitié très virtuelle, oui. Parce que les gens, après, ils sont tellement souvent sur les réseaux sociaux. Par exemple, il y a un sondeur Gallup qui a trouvé que les jeunes adolescents américains, ils sont en moyenne 5 heures par jour sur les réseaux sociaux, et là, compris TikTok ou YouTube. Et les activités au téléphone, ça peut monter à 7 à 9 heures par jour pour les adolescents. C'est-à-dire qu'ils sont tout le temps avec leur téléphone, pratiquement du matin au soir. Et ce qui est grave, c'est surtout aussi que les familles pauvres, cet effet est encore plus grave, que les enfants sont encore plus dépendants des téléphones portables que chez les autres. Un autre sondeur, Pew, il a dit que les adolescents sont presque constamment devant leurs réseaux sociaux, devant leur écran. Et les plus gros utilisateurs, ils ont même perdu du sommeil parce qu'ils ne dorment plus assez, parce que tellement ils sont sur les téléphones. Et ils reçoivent jusqu'à 50 notifications par jour. C'est-à-dire votre téléphone fait à peu près 50 fois par jour, clong, quelque chose qui est arrivé. Ce qui fait que le jeune a toujours envie, regardez qu'est-ce qui est arrivé là. Donc, ça crée une dépendance extraordinaire. Oui, tout à fait. Peter Strack, vous êtes notre invité aujourd'hui sur RCF. Vous êtes ingénieur de formation et donnez régulièrement des conférences, notamment sur ce qu'il faut mettre en place dans une société post-pétrole pour vivre bien, quelque part aussi avec moins. Et c'est dans ce cadre-là que vous êtes intéressé à la santé mentale de la génération Z et vous avez constaté à quel point les réseaux sociaux, notamment, pouvaient faire du mal à cette génération et la rendaient malheureuse, mais à un point qu'on a peine à imaginer, mais l'anxiété est de plus en plus forte chez les jeunes. On va avoir l'occasion d'y revenir dans les minutes qui viennent. Je vais simplement citer quelqu'un que vous évoquez là aussi en conférence. C'est Jaron Lanier, ou Jaron Lanier, c'est ça, oui. qui a déclaré en 2008, c'est un informaticien en 2008, donc il y a plus de 16 ans, si vous monétisez l'attention, vous essayez de garder les gens le plus longtemps devant leur écran, vous créez une dépendance avec un engagement émotionnel maximal afin de gagner plus d'argent. Cela conduira au tribalisme dans la société et un maximum d'émotions négatives. J'ai envie de dire que c'est un vrai lanceur d'alerte. Parce que quand on voit ce qui se passe encore actuellement, je repense à la campagne des élections européennes, quand je vois les torrents de haine qui s'abattent aussi sur les réseaux et l'impact que ça a aussi dans notre quotidien, c'est un lanceur d'alerte. Il avait vu venir le drame avant les autres. Oui, déjà en 2008, il a
alerté, sauf que maintenant, si les grandes entreprises de technologie sont confrontées avec ces alertes, et il n'était pas le seul, ben, ils disent tous on ne savait pas. C'est un peu comme l'industrie du tabac qui disait aussi pendant très longtemps on ne savait pas. Mais ce Jonathan Haidt a fait encore une remarque assez intéressante ou amusante, si ce n'était pas trop triste. Quand quelqu'un lui a posé la question est-ce que vous pensez que les entreprises, la tech qui font les réseaux sociaux et les téléphones, ils sont aussi malhonnêtes que l'industrie du tabac? Il a répondu, ce sera quand même très injuste pour l'industrie du tabac. Ouais. Parce que l'industrie du tabac a fait 30% d'addicts, alors que ces réseaux sociaux et les téléphones et la pornographie et tout le reste, ça fait à peu près 95% d'addicts. Je me mets à la place des personnes qui nous écoutent et qui utilisent beaucoup les réseaux sociaux et je sais pas, peut-être y prennent-ils une forme de plaisir et considèrent qu'on exagère, mais en réalité, on n'exagère pas. Il y a des études qui montrent à quel point ces outils ont un effet néfaste. Oui, tout à fait, parce que si vous passez plus de temps avec les écrans, vous passez beaucoup moins de temps pour autre chose. Ça, c'est évident. C'est évident, hein, parce que même pour un adolescent, la journée n'a pas plus que 24 heures. Donc, on voit que ce qu'ils font de moins, ben, ils ont moins de relations directes avec les gens, moins d'amitié, moins de conversations en face à face. On voit par exemple que le nombre de minutes que les gens puissent vraiment passer avec des amis, ça a été divisé par 3 en 10 ans. Depuis que les téléphones sont sortis, ou même un peu après, jusqu'à aujourd'hui, le temps que les gens passent vraiment avec des amis en face à face, sans écran, ça a été divisé par 3 à 4. Nous sommes de plus en plus seuls. On a l'illusion d'être en permanence ensemble, parce qu'il est très facile de communiquer, mais en réalité, nous sommes de plus en plus seuls. Autre indicateur extrêmement alarmant, l'augmentation de l'automutilation chez les jeunes. Et là, on a des chiffres, notamment chez les adolescents américains. Ce sont les filles qui sont particulièrement touchées. Oui, tout à fait. C'est les filles qui sont particulièrement touchées. Le nombre d'automutilations qu'on a compté dans les urgences des hôpitaux. Donc, ce n'est pas quelque part un sondage, c'est vraiment les urgences des hôpitaux qui ont constaté que ça a été multiplié depuis 2010 par un facteur 4,5. Et c'est surtout les jeunes filles qui sont concernées parce que les jeunes filles sont aussi plus attaquées, si on veut, par les vidéos pornographiques. Parce que même déjà maintenant, sur les téléphones portables, on peut voir des vidéos pornographiques avec des situations vraiment très dégradantes pour les jeunes filles qui circulent à l'école, au début du collège ou même à la fin de l'école primaire. Et l'accès est tellement facile. Et l'accès est tellement facile et que les garçons, ils montrent des choses comme ça pendant la récré. Ça fait que les filles sont particulièrement vulnérables. Et d'ailleurs, ça se voit pas seulement aux États-Unis, on a les mêmes statistiques pour tous les pays anglo-saxons, mais aussi en France. J'ai lu récemment un article comme quoi les centres qui peuvent héberger les jeunes filles parce qu'ils ont des problèmes d'angoisse ou de dépression, mais ces centres, la plupart sont pleins. Donc augmentation, explosion même de l'automutilation et augmentation très forte aussi des dépressions graves chez les filles américaines. Et là, un lien est fait dans une étude entre l'augmentation de la dépression et l'utilisation des smartphones et des réseaux sociaux. Oui, tout à fait. Là, on voit vraiment la corrélation très directe que, au partir du moment où les smartphones et les réseaux sociaux augmentent le nombre de minutes par jour, mais en même temps, on voit qu'augmentent les dépressions chez les jeunes filles. Ça augmente aussi chez les garçons, un peu moins fort, et à partir d'un seuil plus bas. Mais chez les jeunes filles, ça a vraiment monté énormément, et ça, les corrélations, on le voit très bien. On fait ce constat, effectivement, d'une augmentation parallèle, mais encore faut-il prouver qu'il y a un effet de cause à effet. Oui, tout à fait. C'est évidemment, en médecine, on travaille pratiquement toujours avec des statistiques et des corrélations, parce que l'être humain est beaucoup trop compliqué pour voir, mais on peut au moins exclure d'autres paramètres qui, habituellement, on utilise, par exemple le chômage. Et on a vu qu'au même temps que les dépressions et les automutilations chez les jeunes ont augmenté, le chômage, il a baissé. Donc, c'est sûr, ce n'a pas un lien avec des paramètres économiques. Ça, c'est déjà exclu. Après, il y a peut-être d'autres paramètres, mais en tout cas, on n'en a pas trouvé.
Tout cela est très inquiétant et cela ne va pas aller en s'améliorant puisque les réseaux sociaux continuent d'attirer de plus en plus d'utilisateurs. Et puis on voit aussi que la technologie a encore fait un bond en avant récemment avec l'intelligence artificielle, avec ChatGPT, avec d'autres outils qui permettent de créer des images ou des vidéos virtuelles. Autrement dit, on entre dans un monde où il est difficile de savoir ce qui est vrai et savoir ce qui est faux. Au départ, Internet était une fenêtre sur le monde. Alors, dès le départ, il y avait des fake news, mais c'était plus facile quand même de les déceler. Aujourd'hui, c'est une fenêtre sur un monde qui n'existe pas vraiment, en fait. Oui, je pense, là, avec tous ces outils. D'ailleurs, OpenAI s'est encore vanté d'avoir mis en ligne, alors, il y a quelques mois, un outil qui permet de faire des vidéos jusqu'à 5 minutes qui sont très réalistes, mais qu'on peut faire des fausses informations, on peut faire des fausses vidéos, et se sont vantés d'avoir mis ça en ligne, tout en alertant, attention, ça pourrait éventuellement perturber l'élection présidentielle américaine. Mais ça va nous faire gagner beaucoup d'argent. Voilà. Donc, ils ont dit, voilà, on fait ça, c'est super, c'est performant, mais ça pourrait éventuellement gêner la démocratie et les élections, mais on le fait quand même. Alors, il y a une autre statistique qui est alarmante, à voir là aussi s'il faut faire le lien avec cet accès extrêmement rapide à l'information, à l'utilisation des réseaux sociaux. C'est le fait que de plus en plus de personnes, essentiellement des jeunes femmes, mais aussi parfois des garçons, ne se sentent plus à l'aise dans leur corps et souhaitent changer de sexe. C'est vrai que c'est un sujet dont on parle beaucoup aujourd'hui. On a l'impression qu'on a soudain un phénomène de société et que de plus en plus de jeunes garçons et de jeunes filles se rendent compte qu'ils ne sont pas dans le bon corps. C'est assez étonnant de voir cette explosion soudaine. Oui, c'est assez étonnant, mais si on regarde les statistiques, ça a commencé à peu près au même temps que les réseaux sociaux, la pornographie et les téléphones portables. La courbe, elle est plus raide que les dépressions, donc ça monte plus vite, mais ça corrélère très bien. Par exemple, pour tout ce qui est les femmes qui ne se sentent pas bien dans leur corps et après auxquelles on suggère que tu es dans le mauvais corps, ils étaient à peu près à 100 par 100 000 en 2010 et aujourd'hui ils sont à 1400. Donc ça a été multiplié par 14. Et il y a une industrie aussi derrière. Et il y a aussi une industrie derrière, tout à fait, c'est toujours les incitations mauvaises. En Allemagne, ça a été multiplié par 8. J'ai lu un article la semaine dernière. C'est tout aussi alarmant. Et on voit que pourquoi est-ce qu'on pousse les jeunes à dire mais tu es dans le mauvais corps. Normalement, si quelqu'un fait une dépression, on soigne la dépression. Si quelqu'un est angoissé, on soigne l'angoisse. Mais pourquoi mais c'est sûr, beaucoup de filles ne se sentent pas bien parce qu'ils ont été confrontés par des vidéos pornographiques très dégradantes, sauf que parmi les jeunes, ces choses dégradantes sont considérées tout d'un coup comme normales. Et ça fait que les jeunes filles ne sont pas bien et qui sont donc ne se sentent pas bien dans leur corps et ils souhaitent devenir des garçons. Donc ça a été multiplié par un facteur 14 et on pousse les gens parce que, encore une fois, si vous pouvez convaincre une fille que c'est un garçon, elle aura besoin des piqûres de testostérone toute sa vie. Ça fait augmenter le PIB. C'est une industrie aux États-Unis qui représente déjà plusieurs milliards de dollars chaque année. Oui, tout à fait, oui. Elles sont déjà, je crois, à 3 milliards, et avec une forte croissance. Et ça devient encore pire, parce que c'est même en chirurgie, assez jeune, et souvent contre l'avis des parents, on commence déjà à faire des interventions chirurgicales irréversibles, parce qu'on veut transformer les filles en garçons. Ce qui, évidemment, ça ne marchera pas parce que chaque cellule du corps humain, si c'est un garçon, il a des chromosomes Y, et si c'est une fille, il n'en a pas. Mais on essaye de faire des choses. Et ce qui est aussi assez alarmant, c'est qu'on voit de plus en plus maintenant de jeunes, une fois qu'ils sont devenus adultes, qui regrettent qu'on leur a donné tellement de médicaments, d'abord pour bloquer la puberté et ensuite pour les transformer en garçons, que leur voix est devenue tout grave, alors que c'était des filles, et ils voudraient revenir en arrière, mais ne peuvent plus. Et donc ça, on commence à voir de plus en plus, mais il y a une pression énorme pour faire taire ces jeunes.
est venu le temps pour cette dernière part, dans le cadre de cette dernière partie de notre entretien, d'évoquer peut-être des pistes, des propositions concrètes pour améliorer la situation. Parce que le constat que vous faites est terrible, et puis l'analyse que vous faites aussi est très inquiétante, mais peut-être pouvons-nous à présent nous pencher sur ce qu'il convient de mettre en œuvre pour que nos jeunes et les générations suivantes aillent mieux, tout simplement. Et là, vous citez Jonathan Haidt. Oui, lui, il fait 4 propositions pour, comme il dit, enfin sortir les enfants de l'emprise des téléphones. Et lui, il dit, conseil, et d'ailleurs son livre a fait beaucoup de bruit aux États-Unis et il commence à avoir des écoles qui veulent vraiment mettre ça en pratique et même les parents commencent à soutenir ces choses. Donc on peut espérer que ça sera mis en place. Donc le premier point qu'il dit, il ne faudrait pas avoir de smartphone avant l'âge de 14 ans. Il ne dit pas qu'il ne faut pas avoir de téléphone. Là, les téléphones à clapet purement numérique pour appeler les parents ou pour envoyer un SMS, ça, ce n'est pas un problème. Il ne dit pas de smartphone avant l'âge de 14 ans. Pas de téléphone avec lequel on peut aller sur Internet. Après, il dit qu'il ne faudrait pas pouvoir s'inscrire sur un réseau social avant l'âge de 16 ans. Bon, si les jeunes veulent regarder une vidéo sur YouTube, ça, ce n'est pas un problème. Avant 16 ans, mais ne devrait pas pouvoir s'inscrire sur un réseau social et devenir actif avant 16 ans. Après, il dit aussi qu'il faudrait carrément choisir, si on peut, les écoles où les téléphones portables sont interdits avant l'âge de 14 ans. Ça permet que les enfants ne subissent pas trop la pression du groupe si l'école l'interdit. Et là, je pourrais peut-être faire une petite parenthèse. L'Université de Chicago, qui forme des économistes, a fait une expérience intéressante. Ils ont demandé à une promotion d'étudiants combien est-ce qu'il faudrait vous payer pour que vous arrêtez toutes les connexions sur les réseaux sociaux. Et il a dit la moyenne, c'était $60 par mois. Après, ils ont posé la question, et si toute la promotion arrêtait, ils ont dit, dans ce cas, nous, on sera prêts à payer $1. C'est intéressant, effectivement. Je trouve que les propositions sont pleines de bon sens. Et la 4e proposition, c'est que les jeunes devraient avoir à nouveau beaucoup plus de temps et de temps pour jouer, pour être libre, pour avoir du contact réel avec le monde réel, avec les humains, avec la nature. Et ça, il a dit qu'il faudrait vraiment qu'on augmente ça de nouveau. Là aussi, c'est du bon sens. Ce ne serait pas si difficile à mettre en place, finalement. Alors, ça grincerait peut-être des dents dans un premier temps. On considérerait que c'est une attaque aux libertés individuelles. Peut-être, oui, mais si on voit les résultats, on peut plutôt penser que ce sera une libération. Et puis, on peut être libre sans écran devant soi. Oui, justement, si on peut être libéré d'une addiction, normalement, on ne dit pas que c'est une perte de liberté, on gagne de la liberté. Bravo en tout cas pour la réflexion que vous menez sur le sujet. On va aller encore plus loin à présent avec une petite touche, celle qui caractérise RCF. On va évoquer la dimension chrétienne peut-être de ces réseaux sociaux. Enfin, il n'y a pas de dimension chrétienne dans ces réseaux sociaux, mais on peut regretter que sur ces réseaux sociaux, on ne pratique ni le pardon ni la réconciliation. Oui, et ça, d'ailleurs, ça se comprend. Pourquoi ça ne se pratique pas? Parce que si jamais je dis quelque chose de vraiment blessant, mais je ne vois pas la réaction de l'autre. Je vois à la limite, si toute la classe s'acharne sur quelqu'un, un jeune, sur les réseaux sociaux, la classe le verra quand il aura fait une tentative de suicide. On ne le voit pas. Alors que dans la vie réelle, on voit la réaction de l'autre parce que l'être humain est quand même on pourrait dire un animal social, il a envie de vivre en paix avec les gens autour de lui, et donc il fait attention à ce qu'il dit, et si jamais il y a quelque chose qui ne va pas, il trouve un mécanisme pour essayer de nouveau se réconcilier. Mais sur les réseaux sociaux, ça ne marche pas. Et donc là, je pense que les chrétiens ont vraiment un rôle important pour montrer comment on peut de nouveau se réconcilier à une génération qui, à travers les réseaux sociaux, a perdu cette capacité-là. Et là, le pardon, c'est quand même une énorme libération. Imaginez-vous, tous les matins, vous vous réveillez en pensant à quelqu'un qui vous a fait du mal. Mais c'est la personne qui vous avait fait du mal, elle a toujours un pouvoir sur vous. Si vous arrivez à avoir un pardon, le matin, vous pouvez vous réveiller sans penser à la personne qui vous a fait du mal. Ça, le pardon, c'est vraiment une libération. Et je pense là, c'est un message chrétien important.
Vous dites, dans la vie réelle, les enfants se réconcilient plus souvent après une dispute. Une des raisons pour lesquelles Jésus dit que nous devons ressembler à des enfants. Donc ça à garder en tête, ça aussi. Et c'est vrai que ça résonne très fort par rapport à ce qu'on peut constater aujourd'hui dans notre société où des groupes d'individus se braquent finalement et s'isolent quelque part et déshumanisent aussi l'autre. Celui qui ne pense pas comme lui est déshumanisé. Et c'est valable finalement pour un peu tout le monde, notamment les groupes qui se situent le plus aux extrêmes, à droite comme à gauche, qui sont parfois un peu les deux revers, les deux faces d'une même pièce. J'ai une dernière question. Je sais que vous avez réfléchi, Peter Strack. Pourquoi on n'a pas réagi plus tôt ? Mais pendant longtemps, vraiment, je crois qu'on était tous un petit peu aveugles, à part quelques lanceurs d'alerte. Mais le problème, c'est aussi des entreprises qui ont profité de tous ces réseaux sociaux et des téléphones portables et tout le reste. Mais c'est les entreprises les plus riches du monde. Leur valeur boursière a explosé. Aujourd'hui, Apple, je crois, elle valent 3 000 milliards. C'est plus que le PIB de beaucoup de pays. Ah oui, tout à fait. Et donc, les entreprises ont gagné beaucoup d'argent, la bourse est montée, et donc tout le monde était content. Et il fallait quand même des gens... Bon, il y a déjà des alertes, il y a toujours à nouveau un peu des alertes, mais en général, comme avec le tabac, mais si on peut gagner de l'argent, mais l'alerte, on ne veut pas l'entendre. Merci Peter Strack. Je vous laisse nous donner l'adresse du site internet sur lequel on retrouve vos conférences sous forme de texte et de vidéos. Oui, et aussi des liens vers la radio RCF. Sur laquelle vous donnez des chroniques régulièrement. Oui. Donc le site s'appelle pratiquement-durable.com. Pratiquement-durable.com. Merci encore Peter Strack. Merci Nicolas.